Donc Six Sigma ou Lean, même combat. Et c'est quoi la différence alors? Alors c'est quoi la différence? Oui, on a préparé. Oui, on entend parler de Lean Sigma. Je pense que c'est important de distinguer vraiment les deux en fait. Ce sont deux choses distinctes. Lean Sigma. Le Lean, on a déjà parlé sur la chaîne. C'est simplifier, rendre plus simples les processus, les rendre. Et la partie Sigma, on va être sur une notion de comment est-ce que je rends mes processus plus robustes. Plus robustes, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire plus robuste? Qu'est-ce que ça veut dire plus robuste? Alors, oui, je me suis donné le challenge d'expliquer un petit peu ce qu'était le Six Sigma en direct. Donc, sans filet. Et sans filet. Ouais. Et avec un minimum de préparation. Le Six Sigma. Vous prenez un... Tiens, tu vas envoyer le premier schéma. Il va nous aider le premier schéma. Six Sigma, vous faites vos PQR. Est-ce que tu connais un peu l'histoire? Ce n'est pas une question piège. Non, j'étais sur Motorola. Ouais, c'est ça. C'est Motorola qui a créé la méthode. C'est exactement ça qui est même déposé. C'est une marque en fait. Je ne savais pas que c'était une marque, d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment deux phases en fait entre le Lean. Je suis à la page d'histoire et puis après je suis plutôt japonais. Je suis à la page d'histoire, après je peux être fait des bruits avec la loi normale. Mais c'est vrai que le Lean, on se souvient, on avait fait un mon stream avec Vincent Lepivier là-dessus, sur l'histoire du TPS et puis sur effectivement la naissance du Toyota Production System avec Taishi Ono, etc., qui a été conceptualisé dans un bouquin, les 60-70, on en parle. Et le Six Sigma, c'est plus tard, c'est les années 80, 86, 90. Où effectivement, là, c'est plus dans l'industrie de l'électronique où on pousse en fait ce concept qui est très complémentaire, puisqu'on est à chaque fois dans la performance de procédés, performance industrielle, et qui n'est pas sur les mêmes recettes, ou du moins pas qui met la part beaucoup plus importante sur la compréhension des entrants et des résultats. Et donc c'est là qu'arrive effectivement cette fameuse loi normale, qui est un peu la base de tout. DMAIC aussi. La démarche DMAIC, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des démarches DMAIC, mais DMAIC, c'est D comme j'ai un problème, je définis mon problème, M, je mesure, donc là je m'appuie sur des données, et là on va parler de la loi normale, A, j'analyse mes données, I, j'améliore mon process, et C, je contrôle que mon problème est bien résolu. Et donc dans la partie mesure, la loi normale, c'est j'ai un ensemble de données, j'ai des données... performance produit par exemple, qui peuvent être un dosage ou un poids de remplissage. Pendant un poids de remplissage, ces données vont varier. Ludo. Tout à fait. Tu suis d'accord. J'étais en train de te lancer une DMAIC, mais j'arrive. DMAIC. Bah ouais, mais je m'adapte. Non, mais du coup, j'ai mis le premier. Ouais. Hop, la loi normale, c'est parti. Nos résultats varient. Ça, c'est 2, ça. C'est pas grave. On a notre point. Non, oui, remets-le. Merci, excuse-moi, Ludo. Lequel ? Ça, on connaît ça. Ouais. Ça, on connaît. Ce sont les résultats qu'on suit dans nos PQR. Ce sont les résultats qu'on suit. Ça peut être surtout nos procédés. Ça peut être un dosage, ça peut être un poids, ça peut être peu importe. On a des spécifications, on a nos résultats, on est content, nos résultats sont dans les specs. Tout va bien. Sauf qu'à partir de ces données, on peut calculer quoi? On peut calculer la moyenne, une moyenne. On peut calculer un écart type. Juste pour rappeler, l'écart type, c'est la moyenne des écarts entre la moyenne générale et chaque point. Globalement, on peut faire... donc, l'écart type va nous donner une information sur la variation. Plus je vais avoir un écart type important, plus mes points vont être écartés les uns des autres. Ma moyenne va me donner une information sur ce qu'on appelle le centrage, où est-ce que je me situe par rapport à mes spécifications. Si ma moyenne est plus haute, je vais être plus haut de la limite haute. Et ce qui est intéressant avec ces moyennes et écart type, c'est qu'on peut mettre ça sous forme de loi normale. Et c'est là que la transition va être intéressante sur la loi normale, qui va être la répartition de mes données sous forme d'une courbe de Gauss. Une courbe de Gauss.
Et je voulais faire un peu petit. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est cette loi, elle dit quoi? Ah, super. Cette loi, elle dit quoi? Elle dit que plus l'écart type est important, non. Ce que dit cette loi, c'est que entre moins 1 et 1 écart type, j'ai 68% de la population. 68% de mes points sont entre moins 1 et 1 écart type, entre moins 2, 95 et 95%, etc., etc. Donc plus j'écarte, plus j'englobe l'ensemble de ma population. Ça, on est sur un modèle, c'est vraiment un modèle. Ça veut dire que si je mets des spécifications, derrière ça, je vais pouvoir estimer un taux de défaut potentiel. Tout le monde est encore avec moi. Je peux avoir un taux de défaut potentiel. Donc, par exemple, si mon écart type est à plus ou moins 1 sigma, si mes spécifications sont à plus ou moins 1 sigma, c'est pas top. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça coûte cher, on va dire. Ça coûte cher. Ouais. Ça veut dire que j'ai 32% de défaut. Ouais. Si j'ai mon écart type... Moi, j'ai déjà connu. Hein. Ouais, j'ai potentiellement 32% de défaut. Si mon écart type est à plus ou moins 3 sigma, c'est ce qu'on connaît peut-être un peu plus, et on est à 0,27% de défaut. Et ce qu'on appelle, vous avez sûrement entendu parler d'un processus 6 sigma, c'est un processus qui englobe plus ou moins 6 écarts types. Pour un processus, quand il est vraiment centré entre les spécifications, là on parle en ppm, on est à 3,4 ppm. Voilà à peu près le 6 sigma. Donc on définit un processus 6 sigma comme un processus ayant 3,4 défauts par million, ce qui est très peu, puisqu'en fait, il est tellement peu variable que on peut, entre les spécifications, mettre plus ou moins 6 sigma. C'est hyper rassurant en termes de maîtrise du process, en termes de stabilité. Et, voilà. Donc là, on a parlé de variabilité, et après il y a aussi la notion de centrage, comment je me situe par rapport, c'est le graphe suivant, comment je me situe par rapport aux spécifications, parce qu'évidemment, mon process, je vais chercher à le centrer, et à réduire la variation. Voilà. C'est parti. Voilà, donc là on voit, le gris est décentré, donc j'ai plus de défauts au niveau de ma spec supérieure. L'idée, alors je vais essayer de faire ton doigt sur l'écran, vas-y. Là. Guide-moi. Non, il est au niveau des défauts supérieurs. Là. Voilà. Là. Non, défaut supérieur. Tu as LSS. Ouais. Pourcentage de défaut, c'est la flèche pourcentage de défaut. Voilà, je fais ton doigt. Un pourcentage de défaut ici. Ouais. Bah oui, parce que toute ma population de données est décentrée, donc j'ai un taux de défaut haut important. Donc je vais chercher à recentrer pour minimiser mon taux de défaut. Et après, ce qui est magique avec la loi normale, c'est que avec un échantillonnage, même si j'ai des échantillons conformes, je peux définir un taux de défaut potentiel. C'est un modèle. On a perdu combien de personnes là sur le chat? Les 2 tiers des spectateurs sont partis. Eh ben, on s'en fout. Il faut qu'on fasse du contenu. On ne cherche pas des viewers, on veut faire du contenu. Non, mais c'est bien. Juste pour information, et c'est là où c'est quand même intéressant, c'est qu'il y a 80% des gens qui ont voté qui n'ont pas de ceinture. Donc vous n'avez pas voté, je ne connais pas votre ceinture, mais c'est bien, parce que c'est important aussi de faire de la vulgarisation, parce que du coup la majorité n'ont pas. Est-ce que tu peux relancer le même sondage en disant qui on voudrait une? Ok, c'est parti. Et autrement, est-ce que on arrive que le sujet, convaincre, mais est-ce qu'on dit tiens ouais ça sera un plus pour moi? C'est un truc qu'on n'a pas trop dit tout à l'heure sur ces aspects de certif, mais il y a un aspect. Alors, les esprits de chacun vont dire ouais, c'est bien pour faire sur le CV, et c'est vrai qu'il y a des boîtes qui sont assez sensibles à ça. Ouais. On en pense ce qu'on veut, c'est un peu vrai, mais quand même ça apporte, je trouve, un contenu intéressant. Mais est-ce qu'il y aurait effectivement des besoins, ou est-ce qu'il y a des envies de dire de reconnaissance, parce que mine de rien, c'est un petit effort que de passer ça, surtout quand on parle, il y a la formation, puis après on présente son projet, généralement on présente son projet, hein, c'est pas juste un envoi par mail. Hein. Donc il y a un aspect de reconnaissance, donc c'est une sorte de diplôme, on pourrait dire. Donc ça aussi c'est un aspect, je reviens sur le marketing, qui est
d'avoir passé cette épreuve-là, donc ça peut être utile. Et donc, moi, alors j'ai eu l'occasion de certifier des green belts, de coacher, mentorer, coacher et certifier des green belts. Certains, non, désolé les gars, ça marche pas. Tu vas trop sur la solution, tu structures pas ta réflexion, tu n'utilises pas. Les outils sont des outils structurants, ce ne sont pas des formulaires à remplir pour cocher des cases. Ça structure la réflexion et le Green Belt qui voulait se certifier, qui me présentait la solution de son projet ou la solution identifiée dans le cadre de son projet, je lui disais, mais, ok, pourquoi tu choisis cette solution? Est-ce que tu t'assures que c'est la bonne? Combien tu vas faire gagner? Est-ce que tu as collecté des données en amont pour t'assurer que voilà, il y a toute aussi une démarche structurante à avoir pour viser juste en fait. Alors ça, du coup, ça m'intéresse et je pense que ça peut aussi intéresser les personnes qui sont là. C'est les applications finalement de tout ce qu'on vient de raconter, parce que là, on donne une illustration. Théorique. Assez théorique et puis qui peut faire un peu peur pour ceux qui sont pas fans des statistiques. Et j'en fais largement partie d'ailleurs, je le reconnais. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu comme soit projet que tu as accompagné ou que tu as fait toi-même sur des choses qui ont produit cette différence, qui ont créé en fait, on n'a pas fait que un truc pour se faire plaisir, on a fait un truc qui a produit de la valeur qualité peut-être aussi, ou avant la valeur financière. Est-ce que tu as des exemples comme ça à nous partager? Déjà, tu prends la courbe qu'on a vue tout à l'heure. C'était une courbe, enfin la carte de contrôle. La carte de contrôle. Tu as un process comme ça, c'est pas hyper rassurant. Tu te dis, bon, à chaque fois qu'un mot est analysé, ça va frotter le mur. Ça va dépasser le mur. À chaque fois, je serre les fesses avant quand j'analyse mon lot. Voilà, donc l'idée derrière, ça va être pour se dire, pour limiter mon coût de non-qualité, je vais essayer de réduire la variabilité, de recentrer mon process, réduire la variabilité pour avoir à chaque analyse ou à chaque contrôle, je vais avoir des points qui vont être super stables et vraiment peu variables en fait. Et en faisant ça, tu joues sur le COPQ en fait. Tu joues clairement sur le COPQ. Sur le coût de non-qualité. Tu rassures. Enfin, tout le monde est rassuré sur les résultats, et ça va passer derrière par les inputs du process. Un processus de remplissage, par exemple, l'analyse, c'est la sortie, les résultats, ça va être la sortie, et en input, tu vas mettre, tu vas analyser les variables, ce qui fait varier ton process. Si par exemple, j'ai 3 équipes, une équipe de nuit, une équipe matin, après-midi, qui ont des pratiques différentes, comment tu vas standardiser ces pratiques? Comment tu vas les détecter déjà? Comment tu les détectes? Parce que c'est très dur à détecter. Il faut aller sur le terrain, il faut échanger avec les gens, et c'est en ça que le Black Belt a un rôle à jouer sur le terrain en fait. Et faire parler les données. C'est souvent un truc qu'on zappe un petit peu parce qu'on a envie d'aller en solution directe. Mais faire parler les données, généralement, ça fait de grandes découvertes. Tu prends tes données, tu regardes, tu vas comparer équipe matin, nuit et après-midi. Est-ce qu'il y a des équipes est-ce qu'il y a des différences de résultats entre chacune? Tu vas pouvoir bosser sur des courbes, des corrélations aussi, pour vérifier que tes effets et tes causes sont corrélés. Tu vas bosser sur tes systèmes d'analyse. Parce que le technicien A, B et C ont peut-être des méthodes légèrement différentes. Et peut-être que ça influe le résultat en fait de tes analyses qui vont t'aider à libérer le lot. Donc voilà, le type de méthode, c'est après il faudrait faire un live sur le DMAIC, mais le type de méthode, c'est vraiment comprendre les sources de variation, les standardiser, éliminer aussi, on n'a pas parlé de causes spéciales, des fois il y a des incidences. Éliminer au maximum les causes spéciales pour avoir vraiment un processus qui soit beaucoup plus robuste et réduire au maximum les sources de variation pour que entre un produit 1, 2, 3, 4, on soit quelque chose qui est constant. Et ça, c'est marqué dans les BPF. Là. Sans doute. On ne parle pas de Six Sigma, mais on parle de répéter. Pourquoi vous me regardez, les gars, dès que vous parlez de BPF? C'est la caution BPF. Vous les connaissez comme moi, les BPF, non? J'ai cru voir une ligne comme quoi les produits doivent être
une qualité. Oui, non, mais tu as quand même des notions de robustesse, des notions de rendement, tu as un rendement limite, tu peux pas avoir des rendements, un lot où tu as 30% de perte de rendement, et puis l'autre, c'est pas bon, quoi, c'est pas bon du tout. Et puis l'autre, on peut jouer sur les rendements, on peut bosser sur les rendements avec le système-là. Je reviens un petit peu en arrière, là, j'ai une question de Saspias, quelqu'un dont j'ai perdu le pseudo, c'était Gwini99, j'étais Brand, mais je l'ai perdu. Donc la question, est-ce qu'il y a des requalifications périodiques à passer pour conserver sa ceinture? Ça vous parle ou pas, les gars? À ma connaissance, non. Actuellement, c'est des titres acquis à vie, c'est comme le permis de conduire. On te demande pas de le repasser, mais pas de points non plus. Et c'est intéressant de savoir où est-ce qu'il l'a fait, comment il l'a fait et qui lui a retiré. Alors, je pense que le Brand était une vanne. Oui. La ceinture marron, je pense que c'était une vanne. Mais la question de Saspias est pertinente dans le sens où, effectivement, est-ce qu'on peut perdre ou pas une habilitation? J'ai le résultat du vote sur, donc j'avais envoyé chaud pour une ceinture point d'interrogation, donc 0%, non, pas besoin en accu. C'est la première. C'était moi. Ah d'accord. Oui, non, pas une réponse, c'est moi qui l'ai marqué. Voilà, non aussi à 0%, 43% oui, objectif niveau yellow, 14% oui, objectif niveau green, et 43% oui. Niveau black, je suis chaud. Et là, le yellow vient de passer à 50. Là, un dernier votant vient d'arriver. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Donc ça intéresse. En fait, les nouveaux green, en fait, grosso modo, c'est soit tu fais une petite initiation, soit tu vas jusqu'au bout. Quoi. Le green semble pas motiver les foules. Je crois qu'on attend, dans une entreprise qui déploie vraiment ça, on attend 2 à 5% de green, quelque chose comme ça. Histoire d'avoir une représentation, tu vois, 1% ou 0,5 à 1% de black, et bon, ça... Et par contre, tu peux mettre tous les managers, quel que soit le niveau en yellow, tous les opérateurs en white. Ça, c'est vraiment le full package possible. Parce qu'on faisait, nous, c'était dans le cursus de formation, on était retiré du business. On était dans une équipe dédiée. Voilà, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Et dans le parcours, on retournait au bout de quelques temps, une fois qu'on avait une formation, en fait, on s'était formé suffisamment sur des projets, on retournait dans le business, en fait, pour pouvoir faire en sorte que l'agriculture infuse dans les postes opérationnels. Ouais, c'est des bons formats. C'est des bons formats. Ok, donc voilà. Donc des exemples, d'autres exemples concrets que tu aurais en tête de projets bien menés qui ont permis à faire sur des résolutions de problèmes. Des gains comme ça. Des résolutions de problèmes aussi, où là, on s'appuie beaucoup sur les datas. On fait des résolutions de problèmes où, vous savez, là, les experts se mettent pas d'accord, ou là, il y a plusieurs solutions. Il y a celui qui tire sa solution, il y a celui... Non, là, avec une démarche structurée, on peut vraiment comprendre finement d'où vient le problème, et on peut clairement dire, voilà, c'est sur ça qu'on doit bosser. D'accord, ok. Je vois le commentaire là de... En fait, ça existe en vrai, la Brown. Bon. Le scoop. Le scoop, on a découvert un truc. Merci pour... La science avance. Faire la norme. C'est bon, super. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? N'hésitez pas. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça intéresse. Tout à fait. De voir qu'il y a vraiment un... Après, je pense que derrière le vote aussi, il y a l'effet peut-être de passer le Yellow Belt et puis de voir après si ça intéresse d'aller plus loin, quoi. Il n'y a rien au-dessus de Black Belt. Il y a pas il y a le Master. Ah oui, Master Black. Ça, c'est le niveau Undertaker. Toi, lui, il est Master Black, par exemple. Après, est-ce que quand tu passes ta Yellow Belt derrière, il faut que ton manager encourage ou te laisse du temps pour des projets? Idéalement, quand même. Enfin, en tous les cas, t'es frustré. Ça dépend ce qu'on va appeler projet, mais c'est n'importe quel petit chantier d'amélioration avec guidé par une méthode, c'est un projet Yellow. Et ça, oui, c'est très bien. Mais quelque part, c'est aussi des organisations qui encouragent ce genre de choses et qui laissent encore une fois un tout petit peu de temps pour que ce genre de choses se passe. Et tu disais, la formation est importante forcément, mais derrière, ça peut être aussi bien d'être accompagné derrière pendant ces projets-là
pour justement acquérir. C'est comme le permis de conduire, tu as le code, mais tu as aussi la pratique qui est importante. Pour bien conduire, oui, il sera utile d'être accompagné, et puis après, c'est aussi ce qui donne envie d'aller plus loin. Ouais. Bon, très bien. Super. Bon, le but, c'était vulgariser un max vraiment ces notions-là sur un temps court. Donc, si on a pu donner encore un peu envie, c'est parfait. Vulgariser encore un peu plus le Six Sigma, je pense que ce sera on peut en faire des tonnes, mais avec des exemples très concrets, je pense, parce que là, il y a des choses. On n'a pas relevé ce soir le défi que je voulais de réhabiliter la boîte à moustache à sa juste place, qui te permet quand même de faire de grandes découvertes. Ludo, la boîte à moustache. Tout à fait. C'est chaud la boîte à moustache, quoi. On y reviendra. On fera un live spécial. Voilà, spécial boîte à moustache. Et puis voilà. Super. Quelle fréquence on se met ce petit live spécial Amélie continue, monsieur Lio? Tous les mois. À la prog. Ouais, tous les mois. Tous les mois, on reviendra.